MT. Il y a 3 points. Il y a un point qui est judiciaire, il y a un point qui est moral et il y a un point qui est politique. Sur le point judiciaire, je vais rejoindre les propos de monsieur Le Borgne, même s'il a admis, les faits qui lui étaient reprochés, ça ne veut pas dire qu'il a été condamné par un tribunal judiciaire et c'est là qu'on arrive dans une difficulté. C'est-à-dire qu'il y a quasiment très peu de condamnations judiciaires qui conduiraient Adrien Quatennens de se retirer de son mandat de député, dans la mesure où il faudrait prononcer une inéligibilité. Et même quand vous êtes inéligible, vous n'êtes pas obligé de démissionner, c'est plutôt une éligibilité pour les scrutins à venir. Et donc, du coup, il y a très peu, pas tous en tout cas. En tout cas, il peut faire appel pour suspendre la décision. Et donc, du coup, ça pourrait tenir jusqu'à la fin de son mandat. Et donc, sur le point, en fait, il y a très peu de moyens en politique et c'est pour ça que certains partis proposent une révocation citoyenne du mandat. Mais si par cas vous arrivez sur ce point-là, vous cassez le principe de la démocratie représentative où des électeurs s'expriment et confèrent un mandat à Adrien Quatennens. Et c'est là qu'on arrive au point moral et au point politique. C'est-à-dire que la France insoumise, associée dans sa coalition avec le Parti socialiste et surtout Europe Écologie Les Verts, a proposé un programme qui était très fort et très dur sur les violences conjugales. Est-ce qu'il est compatible dans les engagements d'Adrien Quatennens qu'il a porté devant ses électeurs, notamment sur son combat sur les violences conjugales en s'associant avec Sandrine Rousseau et d'autres comme les Verts, qui sont en contradiction avec les engagements qu'il a portés? Est-ce que implicitement il n'a pas trahi la confiance de ses électeurs d'un point de vue moral? Et d'un point de vue politique, je pense qu'en fait toute la France insoumise et toute la coalition NUPES devrait demander à Adrien Quatennens de se retirer dans la mesure où il n'est plus en capacité de porter la voix de son parti politique parce qu'il trahit les engagements de son parti politique. C'est pour ça que je pense qu'il devrait démissionner et je pense que c'est pour ça qu'il devrait se retirer temporairement de la vie politique une fois que la lumière est faite. Et je pense que ce qui est important, c'est pas vraiment de condamner tout le monde, c'est de voir la compatibilité entre les engagements que vous portez sur la place publique et les actes que vous faites. Aujourd'hui, la classe politique est décriée parce que la classe politique ne se comporte pas exactement comme ce qu'elle préconise aux Français. Elle dit aux Français de faire quelque chose, mais elle fait exactement l'inverse. Et c'est tout ce type d'acte-là qui conduit les Français dans l'abstention et dans la défiance à l'égard de la classe politique, alors qu'on a besoin de retisser un lien de confiance entre les élus, les élites et le peuple pour nous embraser et nous emmener vers une nouvelle destinée. Dans l'ordre des sujets que vous avez abordés, Marine Le Pen est un peu à la croisée des chemins. Elle est un peu à la croisée des chemins. Nous, on travaille sur un document qui va sortir cette semaine sur Mélanie et comment elle a fait pour remplacer Matteo Giorgia Meloni, Giorgia Meloni, qui est la leader d'extrême droite en Italie. Et possiblement celle qui est favorite pour devenir présidente du Conseil, donc première ministre, l'équivalent de première ministre en France. Je pense qu'elle a un sujet parce qu'en fait, quand on a analysé la montée de Meloni, on a vu que en fait, ce qui a conduit la montée de Meloni, c'est le fait que ce Matteo Salvini, l'ancien leader d'extrême droite, donc patron de la Ligue du Nord, devenu la Lega, se soit normalisé et centrisé, en fait, et qu'il soit rentré au gouvernement. Et c'est ce qui a provoqué sa chute dans les intentions de vote et remplacé par Meloni. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour Marine Le Pen de subir le même effet, notamment avec Éric Zemmour, en vue de la prochaine élection présidentielle? Donc, elle a croisé des chemins d'un point de vue stratégique. Est-ce qu'elle doit bien se comporter, se normaliser et devenir un parti de gouvernement au risque de perdre le vote protestataire, ou continuer à surfer sur la vague protestataire en sachant que les indicateurs sont plutôt dans le rouge sur le plan économique, sur le plan migratoire, sur le fait que la France soit plutôt en déclin et que petit à petit on se dirige comme sur un pays du tiers-monde où on n'aurait pas d'électricité et où on serait dans l'incapacité d'organiser un match de foot? Il y a une question stratégique à avoir sur Marine Le Pen. Sur Édouard Philippe, il y a une différence quand même, hein. Je vous coupe parce que vous faites quand même le parallèle entre Zemmour et Marine Le Pen, alors que Zemmour, ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Oui, mais justement, en fait, c'est pour ça qu'on cite cet exemple-là. Et Salvini, il est rentré au gouvernement. Donc vous pourriez faire le parallèle, par exemple, avec Barbara Pompili, qui à l'époque s'était totalement normalisée, alors que c'est certes une autre force politique, mais c'était une militante très assidue écologiste qui ensuite a été extrêmement critiquée pour des décisions qui étaient en même temps ambiant macroniste. Ce qui est intéressant sur le vote Mélanie, même si c'est pas le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'elle a un ressort. En fait, elle a un tel ressort parce que son vote est complètement protestataire dans la mesure où sur tous les sujets, elle est en opposition avec ce que portaient les anciens gouvernements, notamment Parti démocrate, Matteo Renzi et ensuite après Mario Draghi. Tous ces sujets-là, elle est en opposition complète. Et en fait, le seul aujourd'hui qu'on voit sur le même indicateur en opposition complète à la politique d'Emmanuel Macron, c'est Éric Zemmour. Et quand vous comparez les scores il y a 4 ans ou 5 ans de Mélanie et Zemmour, c'est une possibilité. Je ne dis pas que Zemmour va devenir président de la République ou qu'il va mener une coalition. Ce que vous dites, c'est que Giorgia Meloni, c'est un Zemmour qui a peut-être des chances de réussir. Voilà, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un risque pour Marine Le Pen dans la mesure où elle a une contrainte stratégique. Sur Édouard Philippe, la contrainte stratégique est aussi importante dans la mesure où est-ce qu'il est possible, alors qu'il était déjà difficile d'imaginer un double quinquennat d'Emmanuel Macron, ou qu'un président de la République soit réélu, qu'on puisse envisager un troisième
quinquennat macroniste par son successeur Édouard Philippe. Et est-ce qu'il doit, et c'est les questions que vous avez portées notamment au président du groupe, est-ce qu'il doit s'inscrire dans une rupture avec Emmanuel Macron en portant des sujets différents? Je pense que le sujet pour Édouard Philippe, il a deux comparaisons qui sont très intéressantes. C'est celle de Georges Pompidou par rapport au général de Gaulle, qui en fait disait que le gaullisme devait se réinventer, il avait appelé ça le néo-gaullisme, c'est-à-dire un gaullisme plus industriel, ou comme François Fillon avec Nicolas Sarkozy, qui avait dit que Nicolas Sarkozy n'allait pas assez loin sur les réformes, et c'est un peu la tendance que prendrait Édouard Philippe, en disant que lui ferait les réformes qu'Emmanuel Macron ne devrait pas faire. Deux trajectoires différentes, Pompidou et Philippe. Si c'est pas son double, ça veut dire qu'il faudrait un autre candidat de renaissance dans ce cas-là. Oui. Alors qui? Julien de Normandie. Pourquoi Julien de Normandie? Parce que Julien de Normandie apparaît comme le successeur préféré d'Emmanuel Macron au vu enfin, si Emmanuel Macron devait choisir quelqu'un, je pense que Emmanuel Macron... Qu'est-ce qu'il fait Julien de Normandie Moi, je pense... mon pari, c'est que si Emmanuel Macron doit choisir quelqu'un qui est disponible, son successeur préféré serait Julien de Normandie. Voilà, c'est mon avis. Vous vous souvenez du vieux mot du général de Gaulle. Il y a des circonstances où on est dans le trop-plein. Voilà, mais... Je pense que la difficulté qu'a tous les candidats d'origine, ce qu'on appelle les Mormons, donc le cercle d'origine d'Emmanuel Macron de la campagne de 2016 et de 2017, c'est leur logiciel politique. Je pense que la difficulté essentielle est celle-là pour Édouard Philippe et pour tous les candidats qui se réclament d'Emmanuel Macron, c'est qu'on voit que vraisemblablement, au vu des résultats des dernières élections législatives, le macronisme est en perte de vitesse, et comment faire pour renouveler le macronisme alors que le macronisme apparaît comme contradictoire avec les grandes mutations mondiales en cours. C'est là où je vois une contradiction incroyable. En fait, votre réponse est... Mais que l'idée soit lancée sur le marché de la réflexion politique, ça me paraît une excellente chose. 1 minute 30, que l'idée soit lancée dans le débat public, je trouve que c'est un bon point. D'autant plus que si on regarde le livre de Christophe Guilluy sur le temps des gens ordinaires, on voit que les problèmes qu'on a dans les territoires perdus de la République, c'est qu'en fait les criminels vieillissent et se remplacés par une immigration qui est récente. La difficulté de la proposition du chef de l'État, c'est qu'elle concentre, selon ses dires, les réfugiés politiques. Et par définition, les réfugiés, vous ne pouvez pas faire d'immigration choisie sur les réfugiés. Les réfugiés, ça dépend des conditions, de leurs conditions d'admission sur le territoire français. Et souvent, parce que ce sont des territoires dits en guerre. Et si on prend les conditions d'admission et les conditions de demande, notamment des pays de provenance des territoires de demandeurs d'asile, on arrive sur quel pays? Donc sur les pays qui sont dits en guerre. Donc on arrive sur l'Afghanistan, on arrive sur l'Irak, on arrive sur une partie de l'Afrique. Si vous prenez notamment le cas de l'Afghanistan, qui a connu il y a un an un renversement de régime par les talibans, vous avez un sondage qui montre que parmi toute la population, et vu que ce sont principalement des hommes qui déposent une demande d'asile, il y a 70 à 85% des Afghans qui mettent la loi de la charia au-dessus des lois de la République et des démocraties libérales. Et donc comment vous faites pour intégrer des gens comme ça dans des villages et dans des territoires ruraux? Je pense que le sujet aurait pu être plus intéressant si par cas il concernait l'immigration professionnelle. Là, on aurait pu dire, vous êtes médecin d'Europe de l'Est, vous êtes médecin d'Afrique, on a besoin de médecins dans les territoires ruraux, notamment en raison des déserts médicaux, vous pouvez venir et on va vous installer dans les territoires ruraux. Là, c'est une bonne idée, mais sur les réfugiés, c'est une très mauvaise idée, dans la mesure où ils ne pourront pas s'intégrer, ils ne pourront pas s'assimiler et ils causeront davantage de problèmes qui répondront à des avantages de solutions. Mais la